remercie d'ailleurs, puisque vous l'avez peut-être vu au générique, mais plusieurs personnes présentes dans cette salle ont participé au financement de ce film qui s'est fait par crowdfunding, donc c'était une souscription. Avant de pouvoir partir, on a lancé une souscription et c'est grâce au financement obtenu par 150 personnes qu'on a réussi à faire ce film. Mais merci beaucoup François et bonjour à tous à nouveau. C'est difficile, j'aimerais vous parler de Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais bon, je vais en parler, y faire référence, et puis si vous avez des questions particulières suite à ce que vous avez vu, je serais ravi d'y répondre. Vous pouvez également sur notre site internet, donc c'est aucklandinstitute.org, vous pouvez également accéder au rapport que j'ai écrit sur ce sujet. Je sais que l'anglais n'était pas toujours facile à comprendre dans le film, et puis c'est un film court qui résume une situation complexe. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a un rapport très complet, ainsi que de nombreux documents très intéressants qu'on a publiés, qu'on a mis à disposition du public, notamment les transcriptions de la commission d'enquête dont parle le film, qui est très intéressant. J'en avais partagé quelques-unes avec le programme LASCO précédemment. Mais c'est vraiment intéressant parce que ça rentre vraiment, notamment au niveau légal, dans tous les détails de ces deals qui ont été mises en œuvre en Papouasie-Nouvelle-Guinée depuis 4 ou 5 ans. Donc oui, je voulais parler un petit peu du greenwashing et on en parle ici. On a travaillé à l'Institut beaucoup sur cette question d'accaparement de terre et on a pu exposer avec un certain nombre d'autres ONG et l'aide des médias ce qui se passait principalement depuis 2007-2008. On a eu quelques résultats positifs. On a pu voir des gouvernements qui changeaient de politique au cours de ces dernières années, qui mettaient des chapeaux de surface maximum qui pouvaient être alloués à des entreprises étrangères. On a vu des projets s'arrêter complètement. On est assez fiers parce qu'on a mené campagne sur certains d'entre eux, notamment le projet Agrisol dont j'avais parlé, je pense, lors d'une venue précédente ici en Tanzanie, qui était 320 000 hectares, 160 000 personnes qui devaient être forcées de quitter leur ferme et qui sont finalement toujours là parce que grâce aux campagnes aux États-Unis et parce que c'est un investisseur so-called investisseur américain et en Tanzanie, le projet s'est arrêté. Donc on a un certain nombre de succès, mais dans beaucoup de pays, on le voit en Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'accaparement des terres, le phénomène continue. Les chiffres, donc je ne sais pas si vous avez bien entendu, c'est 12% du pays sur 4 ans, 5 ans, qui ont été acquis par des entreprises étrangères. À l'échelle des États-Unis, c'est l'équivalent du Texas et de la Californie qui auraient été acquis par des entreprises étrangères en l'espace de quelques années. Et si on ajoute à ça les concessions forestières, on a un tiers du pays qui est sous contrôle d'entreprises étrangères aujourd'hui. Donc c'est énorme. On voit d'autres pays comme l'Éthiopie qui continue avec un programme de près de 4 millions d'hectares, qui cible en particulier des populations indigènes, dites indigènes, c'est-à-dire des populations essentiellement agro-pastorales, qui sont dans des endroits dans des zones bien identifiées, qui n'ont pas donc parce qu'elles sont agro-pastorales, qui n'ont pas de titres, bien sûr, sur leurs terres, qui n'ont pas de clôture, qui ont une utilisation très extensive des terres, et ce sont les premières visées par ce type de programme-là. Et on parle donc greenwashing, poorwashing, c'est que pour la Papouasie comme pour l'Éthiopie, on voit vraiment, et en particulier suite à la critique qui a pu émerger ces dernières années, on voit vraiment une réponse qui est de dire mais c'est la nécessité du développement.
Vous voyez l'intitulé de la politique du gouvernement en Papouasie-Nouvelle-Guinée est de Free Up Land for Development, donc libérer les terres pour le développement. Donc il s'agit de prendre les terres des gens, les donner à des investisseurs étrangers pour les développer. Et on voyait tout à l'heure un responsable du ministère de l'Agriculture. J'étais effaré de voir quelqu'un du ministère de l'Agriculture qui ne travaillait pas du tout avec les agriculteurs, mais tous ses efforts consistaient à prendre la terre aux agriculteurs pour les donner à des entreprises étrangères. En Éthiopie, de la même façon, le gouvernement s'est lancé dans une politique qu'il a intitulée, je ne sais plus le titre exact, mais c'est la Renaissance africaine ou la Renaissance éthiopienne. Donc c'est toute une doctrine de développement qui est de dire nous voulons devenir des pays émergents, nous voulons être indépendants de l'aide internationale et ces politiques que nous menons sont nécessaires et on doit bien casser quelques œufs en gros pour pouvoir atteindre nos objectifs de croissance économique. Ce qu'on questionne, c'est est-ce que cette croissance économique va effectivement amener le développement humain. C'est pas évident au vu de l'expérience d'un certain nombre de pays. Clairement, cette rhétorique qui est développée, elle a pour but d'obtenir l'assentiment des populations, et on le voit très bien en Papouasie, et là c'est quasiment systématique dans tous les pays d'Afrique où on a pu travailler. Les gens ont envie de pouvoir envoyer leurs enfants à l'école, d'avoir accès aux soins de santé, d'avoir des meilleures conditions de route pour pouvoir vendre leur production. Donc les gens, effectivement, partout veulent des meilleures conditions de vie. Et malheureusement, la seule option qui leur est proposée, le plus souvent, c'est on va vous amener le développement, signez en bas du papier, et vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux pour vous. Malheureusement, là, on le voit aussi dans ce film, très souvent, les promesses ne se réalisent pas. Et bon, là, c'est certainement un des pires des cas, puisque là, on promet du développement, et ce qui vient, c'est des bulldozers, des bateaux, et c'est vraiment que de l'exportation. Et vous avez vu le type de routes qui sont construites sur place. Ce ne sont pas des routes qui vont durer très longtemps une fois que les bulldozers et les camions seront passés. L'autre objectif, bien sûr, de cette rhétorique de développement, c'est de contrer les critiques. Nous, justement, le Auckland Institute est accusé par le gouvernement éthiopien ainsi que d'autres ONG d'être anti-développement. On a vraiment là-dessus une accusation vis-à-vis des ONG qui peuvent critiquer ce genre de politique, de paternalistes occidentaux qui veulent garder les Africains dans des huttes et garder cette belle image de l'Afrique et empêcher ce développement-là. Et on a là-dessus une vraie opposition et une contre-critique, une riposte de certains gouvernements sur le sujet pour continuer à ouvrir les terres aux investisseurs étrangers. Encore une fois, je dis investisseurs, mais j'ai vraiment du mal avec le terme investisseur. Plusieurs fois sur place en Papouasie, des gens m'ont demandé mais qu'est-ce que c'est qu'un investisseur ? Et je trouvais que c'était vraiment très intéressant d'essayer de définir l'investisseur dans ces contextes-là, puisque on parle en Papouasie d'investisseurs et de développeurs, mais on voit bien un système d'exploitation et d'extraction et très très peu d'investissement au bout du compte. Dans cette rhétorique, on a aussi on trouve aussi la complicité des agences de développement international, la Banque mondiale bien sûr. On a critiqué sur l'Éthiopie la coopération anglaise, l'USAID, qui disent effectivement les gens sont forcés de quitter leurs terres. Effectivement, le gouvernement commet un certain nombre de violations des droits humains. Mais quand même, regardez les chiffres de la croissance économique, mais quand même, regardez, il y a quand même des bons résultats, donc on peut pas trop se mettre en travers de ces projets-là.
Je parlais de la Banque mondiale. La Banque mondiale est l'institution qui joue un rôle majeur sur, sur la propagation de cette rhétorique. Elle a depuis longtemps contribué à créer des climats d'investissement, des climats propices aux investissements étrangers dans les pays en voie de développement, à travers la mise en œuvre d'agences spécialisées, la mise en œuvre de le conseil ou les prescriptions sur des évolutions des lois, des cadres juridiques pour les investisseurs. Elle, en particulier avec la Société financière internationale, SFI, IFC, elle a vraiment un rôle, mais si elle ne finance pas directement l'accaparement des terres, elle a vraiment un rôle pour créer les conditions de ces investissements. Je ne sais pas si vous connaissez le Doing Business, je ne pense pas qu'il y ait de traduction en français pour le Doing Business indicateur de la Banque mondiale, mais c'est quelque chose qui est très intéressant. De la même façon que les agences, vous savez, les agences financières qui notent les pays dont on parle souvent en France, puisqu'on a perdu un plus ou un A, je ne sais plus, récemment. La Banque mondiale fait la même chose et donc elle note tous les pays du monde avec un Doing Business, une note du Doing Business qui note en fait le climat selon qu'il soit plus ou moins favorable aux investisseurs. Et l'accession aux terres, plus ou moins facile aux terres, est un des indicateurs. Les régulations, les normes sociales ou environnementales qui sont en place sont également des indicateurs pris en compte. Et donc, plus un pays voudra protéger les droits des populations, protéger l'environnement et mettre en place d'une façon ou d'une autre des restrictions aux investisseurs, moins bonne sera la note. Et on a ce qu'on appelle une race to the bottom, vraiment la course vers le bas, où les pays sont en compétition pour avoir la meilleure note et pour donc couper tout ce qui peut être coupé de protection pour leur population et leur environnement. Et bien sûr, là, je ne suis pas juriste, donc je ne parle pas beaucoup de droit, mais un point important sur la Banque mondiale et le droit, c'est cette question d'enregistrement des terres. C'est effectivement quelque chose qu'on retrouve partout. Récemment, cet été, on avait un nouveau rapport de la Banque mondiale qui a été assez applaudi par certains en disant qu'enfin la banque reconnaissait que c'était intéressant de considérer l'enregistrement collectif des terres et plus simplement l'enregistrement individuel. Et on s'est un petit peu questionné là-dessus cet été et depuis. Et finalement, ce qu'on voit très bien ici, c'est que l'enregistrement collectif, dans le cas de la Papouasie, parce que l'enregistrement individuel des terres, dans ce cadre-là, est impossible. Il n'y a pas de propriété individuelle des terres en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Toutes les terres appartiennent aux clans et aux tribus. Mais c'est bien l'enregistrement collectif des terres qui permet l'accaparement des terres en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et finalement, la banque, en considérant cette option-là, finalement reproduit un discours et une vision qui reste bien la même sur on a besoin d'ouvrir ces pays aux investissements étrangers, on a besoin d'enregistrer les terres pour les mettre à disposition pour pouvoir alors soit obtenir des prêts et avoir des financements des banques, soit les mettre à disposition d'entreprises qui vont venir faire votre développement. Et je dis souvent dans nos discussions là-dessus, nos pays européens ou nord-américains ne se sont pas développés en les ouvrant aux investisseurs étrangers. La logique, tu disais, on a besoin d'investissement, certainement. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'offrir les ressources de beaucoup de pays à des intérêts étrangers qui vont finalement peu investir? C'est des minutes ou des... Bon, j'accélère un petit peu. Du coup, j'ai perdu le fil. Mais
Voilà, donc la banque là-dessus a joué un rôle et continue de jouer un rôle et n'a pas vraiment revu sa copie. Au contraire, on a appris récemment que sur justement ce fameux indicateur Doing Business, la Banque mondiale a décidé et est en train de travailler sur un nouvel indicateur qui est plus précis, qui est Doing Business in Agriculture, donc le DBA. Et alors que déjà elle était très critiquée sur le doing business, maintenant elle confirme en fait en développant quelque chose de spécifique à l'agriculture. Je suis toujours trop long, je m'excuse. Alors du coup après je dois couper un petit peu ma présentation. Juste dire que ce greenwashing pour washing, on le trouve aussi dans les entreprises. On a parlé des gouvernements, des institutions internationales, les entreprises elles-mêmes, notamment celles qui ont entendu les critiques et les craintes sur les problèmes d'accaparement des terres, sont nombreuses à avoir développé une rhétorique également de développement avec des entreprises qui ont prévu, comme par exemple Heracles Farm, une entreprise américaine au Cameroun, de faire une plantation d'huile de palme de 70 000 hectares en rasant une forêt primaire qui est sur place. Si vous allez sur leur site web, c'est le développement durable, on plante des arbres, alors ils disent pas que c'est des palmiers à huile, aidez-nous, nous faisons du développement. Ils ont créé une ONG qui s'appelle All for Africa, qui participe complètement à ce déguisement de développement. Et on trouve comme ça, alors au Sénégal, on a un autre projet, Sénul Sénétanol, dont le président est aussi président d'une ONG qui s'appelle Friends of Africa. Et qui, pareil, va encore nous développer, alors nous pondre des puits ou nous planter quelques arbres, pour soit obtenir, encore une fois, l'assentiment des populations, soit contrer la critique et se donner cette image durable et positive. J'aurais encore beaucoup de choses à dire. Le RSPO sur l'huile de palme, la Roundtable pour l'huile Sustainable Palm Oil, fait la même chose. On a le mot sustainable, durable, et on pense que c'est positif, alors que beaucoup d'entreprises impliquées, qui ont ce label-là, vont peut-être respecter certains critères environnementaux, mais peuvent aussi aboutir à des projets tels que ceux qu'on a pu voir dans le film. Donc je conclus très rapidement. Une démocratie alimentaire, pour nous, c'est clair qu'elle doit se faire en reconnaissant les responsabilités non seulement des entreprises multinationales, mais aussi celles des gouvernements et ceux du Nord comme au Sud, puisque la Banque mondiale dont on parle est quand même très dépendante des directives qui lui sont données à Washington. Les organisations non gouvernementales, les think tanks, tous les experts et tous ceux d'entre vous qui sont intéressés sur les questions ont vraiment besoin de continuer à s'impliquer et à essayer d'infléchir et d'orienter les politiques de développement qui sont mises en œuvre, puisque on a quand même beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de déguisement dans tout ça, et on a besoin d'analyse critique et de pouvoir donner d'autres lectures des politiques qui sont mises en œuvre, et c'est vraiment important pour beaucoup de pays qu'on puisse amener cette autre lecture et cette autre vision, puisque sinon on a ces bulldozers non seulement mécaniques mais aussi politiques et de communication qui nous font penser que c'est pour la bonne cause et que tout ça va résoudre les problèmes des pays les plus pauvres. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc j'espère que ce film et ces 2 journées pourra inciter un certain nombre d'entre vous à vous impliquer, puisque c'est vraiment une nécessité de s'impliquer davantage pour pouvoir contrer ces phénomènes aujourd'hui. Voilà, merci et désolé d'avoir un petit peu dépassé mes 3 minutes.